Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Telimo, notre rendez-vous mensuel consacré à l'immobilier en Limousin avec des infos pratiques, des conseils. Aujourd'hui, on va parler d'éco-construction, on va parler aussi d'éco d'intérieur avec notre invité qui viendra nous rejoindre en fin d'émission, architecte d'intérieur. Nous allons également parler de régimes matrimoniaux avec vous, maître Olivier Gazeau. Bonjour, vous êtes notaire à Malmort, donc juste à côté de Brive en Corrèze. Mais nous allons commencer avec Christophe Rafaillac. Bonjour Christophe. Bonjour Vanessa. Ça va? Très bien. Bon, et bien alors comment se porte l'immobilier en Limousin pour commencer? Eh bien donc en Limousin, on constate comme dans de nombreuses régions un contexte de baisse des prix et une conjoncture favorable à l'emprunt immobilier qui doivent donc inciter les acquéreurs immobiliers à concrétiser leurs projets. Alors pour bien comprendre la situation, il convient de se référer à l'indice Immonote qui nous donne le prix médian des biens à vendre sur toute la France, donc les biens qui sont proposés par les notaires, et à la base Perval Notaire de France qui enregistre l'ensemble des transactions enregistrées dans les études de notaire. La base Perval, d'accord. Voilà, donc elle nous donne le prix au moment de la signature de l'avant-contrat de vente chez le notaire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors prenons un exemple concret, en effet, alors que le prix de mise en vente d'une maison en Corrèze est de 150 000 € selon l'indice Immonote, il n'est plus que de 125 000 € au moment de la signature de l'avant-contrat chez le notaire, selon la base Perval Notaire de France. Donc on constate un écart significatif. Et on a aussi les mêmes rapports de force au niveau de la Haute-Vienne et de la Creuse, avec un prix de 125 000 € en Haute-Vienne pour un prix d'achat de 107 000 €. Et en Creuse, on a le même rapport allant de 95 000 € prix de mise en vente pour un prix d'achat de 75 000 €. D'accord. Voilà, donc cela nous permet de comprendre que les acquéreurs ont manifestement repris la main sur le marché. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer peut-être dans les, je sais pas, dans les prochains mois, dans les 2 prochains mois par exemple? Oui, alors cet écart de 15 à 20% entre le prix demandé par l'acquéreur et celui demandé par le vendeur et celui que l'acquéreur propose nous montre que le marché manque de fluidité et que sans doute les biens sont surévalués. Donc dans ce contexte, les délais de vente ont tendance à se rallonger un petit peu. Voilà. Ouais. Et puis compte tenu de ce climat aussi, on ne peut qu'encourager les acquéreurs à faire des offres de prix pour vraiment amener les vendeurs à des prix plus raisonnables parce que c'est vraiment le bon moment pour investir. Alors au niveau de la tendance qui se profile, alors que les notaires prévoyaient plutôt une reprise de l'activité à la fin de l'été, ils revoient un petit peu leur position et ils sont plutôt pessimistes puisqu'ils sont une majorité à prévoir une baisse des prix pour les 2 mois qui viennent. D'accord. Voilà. Et en termes de volume de transactions, c'est vrai qu'ils avaient aussi prévu un rebond du nombre de transactions, mais ils sont également en majorité, plus de 60%, à penser que les transactions devraient diminuer dans les 2 mois qui viennent, pour la période donc de décembre et janvier. On vérifiera tout ça dans notre prochaine émission, Telimo, a priori, donc ça ne devrait pas beaucoup évoluer le mois prochain. C'est vrai que la période hivernale n'est pas forcément non plus trop propice à l'évolution du nombre de transactions. Et maître Olivier Gazeau, je le vois confirmer ce que vous dites, acquiescer. En tout cas, le site internet immonote.com, bien sûr, pour retrouver tout un tas d'infos très pratiques, très concrètes concernant ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup, Christophe. On va parler maintenant avec vous, maître Olivier Gazeau, des régimes matrimoniaux. Est-ce que, si je n'ai pas de patrimoine, est-ce que j'ai intérêt à réaliser un contrat de mariage? Question très pratique, très concrète. Alors, ça va dépendre beaucoup de la situation familiale et patrimoniale de la famille, tout simplement parce que lorsqu'on se marie, c'est un engagement qu'on prend l'un avec l'autre et on adopte en même temps un régime matrimonial. Ce régime matrimonial va dépendre si on fait un contrat de mariage ou si on n'en fait pas. Et si les gens ne font pas de contrat de mariage, ils vont se retrouver mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime légal, qui permet la mise en commun de l'ensemble des biens qu'on achète ensemble, quel que soit celui qui finance. Mais ce régime peut s'avérer parfois inadapté à certaines situations familiales ou professionnelles. On pensera notamment à la situation d'un des époux qui exerce une profession artisan, commerçant, une profession libérale ou indépendante, où les risques qu'il peut encourir peuvent réjaillir sur l'ensemble de la famille, puisque dans le régime de la communauté légale, on partage à la fois les richesses, mais aussi les dettes.
Et on pensera également que le régime légal peut être inadapté lorsque, par exemple, on a des enfants d'unions différentes, puisqu'il n'est pas forcément le plus protecteur possible pour les enfants de la première union. Donc pour toutes ces raisons, le régime légal peut parfois paraître inadapté et on aura tout intérêt à effectivement choisir un contrat de mariage pour adopter un régime matrimonial différent. Et là, le notaire peut vous apporter un certain nombre de précisions et d'informations. Donc même si on est très très amoureux, il faut mieux prévoir quand même de faire un contrat de mariage. Alors, il vaut mieux parce que le régime matrimonial que vous allez choisir va vous suivre tout au long de votre vie. Je pense qu'on va parler tout à l'heure de la possibilité de changer de régime, et vous allez voir que si c'est possible, ça reste... Parlons-en tout de suite. Est-ce qu'on peut changer le contrat de mariage au cours des années qui suivent le Voilà, alors d'abord, il faudra mariage. d'abord avoir été marié au moins 2 ans, d'accord ? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, même si la procédure a été allégée de changement de régime matrimonial, elle reste relativement compliquée parce que lorsqu'on a des enfants qui peuvent s'opposer ou des enfants mineurs, elle a encore une phase judiciaire et elle est assez onéreuse puisqu'elle oblige à liquider le régime matrimonial précédent pour adopter le suivant. Donc elle peut présenter un coût parfois important, alors même que, je sais qu'on va parler du coût du contrat de mariage, oui. il est lui-même, si on le fait ab initio, c'est-à-dire au départ, assez peu onéreux, parce qu'il faut que chacun en parle à son notaire, mais c'est de l'ordre de 300-400 €, donc c'est vraiment... Ah oui, donc c'est pas très cher. Alors autant si on le prévoit avant, ben voilà, ça coûte assez peu et ça vous protège pour toute votre vie. Autant si on veut changer en cours de régime, c'est possible encore une fois, mais c'est beaucoup plus complexe et surtout plus onéreux. Donc il vaut mieux faire un bon contrat de mariage dès le départ. Il vaut mieux y réfléchir en tout cas avant et aller voir un notaire pour se faire conseiller l'utilité d'un contrat ou pas, qui n'est pas forcément obligatoire. S'il y a des situations familiales qui ne le justifient pas, mais il y a bien des cas où il peut s'avérer nécessaire et utile. Alors on est dans une émission, on parle d'immobilier. Quand on achète un bien immobilier, quand on est marié ou pacsé, est-ce qu'il y a des différences justement suivant le régime matrimonial? Oui, ce qui est important à retenir principalement lorsqu'on achète un bien immobilier, c'est que lorsque vous êtes marié, la loi, comme c'est un régime institutionnalisé, prévoit un certain nombre de règles de protection du conjoint, des enfants. Il y a des règles très très bien établies lorsqu'on est marié et le conjoint est automatiquement héritier. Ce qui n'est pas le cas dans les autres formes de régime de situation familiale, parce que lorsque vous êtes pacsé ou concubin, vous n'êtes pas héritier l'un de l'autre. Il faut bien insister sur le fait que le pacs en tant que tel ne rend pas héritier l'un de l'autre et qu'il suppose une démarche volontaire des partenaires ou des concubins de faire ou un testament ou de faire une disposition de dernière volonté qui va, à un moment donné, protéger son conjoint. Donc la grande différence qu'il faut savoir au moment où on achète, c'est que en étant marié, je suis protégé automatiquement. Alors je peux compléter cette protection avec des donations entre époux, des documents qui permettent d'accentuer ma protection, mais j'ai une sorte de protection minimale que je n'ai pas lorsque je suis pacsé ou concubin. Et ça, on ne sait pas assez, j'ai l'impression. Voilà, et là je pense que ça c'est quelque chose qui est important à voir, c'est que lorsqu'on veut faire une acquisition immobilière, et je crois que c'est important de le souligner, et qu'on n'est pas marié, il faut absolument en parler au notaire, parce qu'il y a des règles propres à l'indivision qui ne sont pas protectrices automatiquement, il faut faire des démarches nécessaires. Voilà, tout l'intérêt de faire appel aux conseils avisés des notaires. Merci beaucoup, Maître Olivier Gazeau. Vous restez avec nous, on va regarder un reportage tout de suite. On va en Corrèze, à Lignérac. Là-bas, il y a une salle des fêtes qui a été rénovée en éco-construction. C'est vachement intéressant, regardez. Take heart, my little friend, and push back your seat. Alors là, on arrive dans le sas d'entrée. Et cette salle, ça fait maintenant 2 mois qu'elle est construite. Not what you are. Il s'agit d'une dalle qui est en surplomb, qui est ancrée sur des micro-pieux, et l'ensemble du bâti est en ossature bois avec une isolation en paille. Et vous voyez ces grandes verrières qui permettent d'étendre la vue jusqu'aux confins de Lignérac et au-delà, jusqu'au bout de la vicomté de Turenne, pratiquement jusqu'à Bretenoux. Donc nous souhaitions à ce qu'elle soit intégrée au bâti existant et qu'en même temps elle fasse un peu césure. Alors une des caractéristiques de ce bâti, c'est qu'il est particulièrement bien isolé. Cette isolation, elle est
sur le plafond, elle est sur les murs, elle est un peu partout. Et ça explique qu'il y a une telle épaisseur, puisque ce sont des bottes de paille qui ont été posées, quasiment comme sur des étagères, à l'intérieur de l'ossature. Le bardage extérieur est en mélèze, le reste est en matériaux un peu originaux, puisqu'il s'agit du Duripanel. Le Duripanel, on pourrait dire c'est du bois battu en neige, mais battu en neige avec du ciment, ce qui permet d'avoir une résistance très très forte au feu, au choc, parce que la paille doit être absolument isolée dans des caissons fermés, pour que d'une part les bêtes ne viennent pas, d'autre part le feu ne puisse pas prendre. Toute la partie architecture a été confiée à Catherine Gallon, qui est architecte de Cusange, juste à côté. On ne voit pas le village d'ici, mais c'est juste de l'autre côté de la colline. Et elle a fait ce projet bâtiment basse consommation. Donc il n'y a quasiment pas de consommation électrique. L'ensemble est régulé par les vitres, le pare-soleil et l'isolation. Les artisans qui ont travaillé, parce que ce ne sont pas des grosses entreprises, ce sont plutôt des artisans locaux, enfin locaux au sens large, jusqu'à 30 km autour d'ici. Donc ces artisans, vous avez l'entreprise Pâtissier qui a fait le bardage bois avec l'isolation paille et qui a complètement innové, puisque c'est un des premiers bâtiments, même je crois le premier bâtiment public basé sur ce type de technique en Limousin. Voilà un bien beau bâtiment que cette salle des fêtes. J'ai vu l'œil qui a brillé de Raphaël Latry. Bonjour. Bonjour, votre œil d'architecte d'intérieur en voyant ce bâtiment. Alors vous êtes architecte d'intérieur, vous vous occupez d'aménagement et de déco intérieur. Dans quel cas aujourd'hui on fait appel à un architecte d'intérieur? Généralement dans le cadre d'un réaménagement global de sa maison. Ou de son appartement. Ou quand on achète du coup quand on un achète, bien. voilà, exactement. C'est-à-dire à l'achat d'un bien, on l'achète parce qu'il a une surface qui correspond à ce que l'on souhaite, mais l'aménagement général, la décoration et puis le fonctionnement de l'appartement, de la maison ne correspond pas à ses besoins. Donc généralement les clients nous appellent pour que l'on puisse réaménager en fonction de leur cahier des charges, de leurs envies, de leurs goûts, et puis également en fonction d'un coût qu'on doit respecter, leur intérieur. On va avoir quelques photos de vos réalisations. Ouais. Vous êtes-vous installé à Limoges? Oui. Quelle est votre clientèle? Particulier, voilà, professionnel? on a une clientèle qui est très variée, c'est-à-dire on a beaucoup de particuliers, beaucoup de professionnels, c'est une clientèle qui est très variée. Et on s'adapte surtout à leurs demandes et à leurs envies. Là, vous pouvez décrire un petit peu ce qu'on voit. Là, c'est une suite qu'on a décorée en Limousin, donc à la Chapelle Saint-Martin. Et donc, ce que je souhaitais montrer, c'était les ambiances lumineuses, la décoration. On voit bien l'évolution aussi des goûts de ces dernières années. On aime bien les grandes pièces. Où il y a très beaucoup de ouvertes, exactement, où on respire, parce qu'on a des enfants. Enfin, vous parliez tout à l'heure dans des cas de personnes aussi qui se recomposent. Il y a plus d'enfants parfois dans des appartements, des maisons, et donc on a besoin de casser les cloisons pour avoir un espace fluide, de circulation. Et puis la cuisine est ouverte maintenant sur les salles à manger. Plus rien n'est cloisonné. C'est un peu l'esprit des lofts, mais qu'on réaménage aussi, qu'on adapte aux maisons aussi. Alors, parfois. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui, peut-être ça les ferait rêver de faire appel à un architecte d'intérieur, mais ils se disent non, c'est pas pour moi, c'est trop cher. Oui. Il y a la question du budget aussi. Oui, parce qu'en fait, ils pensent que ça peut leur plomber leur budget, alors que pas du tout. Nous, la profession aussi entre 12 et 15%. Du montant, nos honoraires sont entre 12 et 15% du montant global des travaux, sachant que on conçoit un intérieur et on suit un chantier, ce qui allège quand même le stress du client, parce que nous sommes là pour ça. Raphaël, est-ce que vous travaillez à Limoges, en Limousin? Je travaille à Limoges, en Limousin et partout en France, donc voilà.
Merci beaucoup Raphaël pour votre Merci éclairage à vous. sur cette profession qu'on ne connaît pas forcément très bien. Vous retrouvez plein d'infos sur le site donc imonote.com et puis n'hésitez pas à voir et revoir cette émission sur notre site internet telim.tv. Telimo, c'est fini, ça revient le mois prochain. Ciao.